la vie à bord de ces navires semble pousser les hommes à aller jusqu'au bout de leur penchant. Est-ce qu'on peut avoir encore un semblant d'humanité dans de telles conditions de vie et d'enfermement? Mais l'humanité est là où l'homme est. Hein. Alors l'inhumanité avec, puisqu'il faut encore qu'il y ait des hommes pour faire de l'inhumain. Donc maintenant, c'est surtout un monde d'hommes entre eux, en huis clos, enfermés, des mois. Cette ambiance, ça peut rappeler des ambiances carcérales. Hein, le manque de femmes, le manque de bonne bouffe, le fait de ne pas pouvoir sortir. Je veux dire, en mer, tu peux pas dire oh, j'en ai marre de vos têtes, je vais faire un tour. Non, on fait un tour sur le même décor que tout le monde. Donc, et puis, en pensant à Macorlan, c'est aussi un peu ce qui, à mon avis, il avait vécu dans les tranchées en 14-18. Je veux dire, on ne s'en va pas de la tranchée. On ne peut pas dire j'en ai marre des boches, je vais me promener. Non, on est piégé dans son truc, on bouffe mal, la femme n'est pas là non plus. On est les hommes entre eux, avec les mecs qui sont des frères pour la vie et les mecs qui se resteront des emmerdeurs pour toujours, ou se révèlent dans des conditions difficiles, des choses cachées qu'on a tous en nous, qu'on ne sait pas parce qu'on est civilisé, mais tout d'un coup, dans telle confrontation, comment tu es vraiment? Est-ce que le jour où tu as faim, tu partageras encore ta bouffe? Ou est-ce que tu es prêt à tuer pour manger, toi, survivre? Voilà, tout ça, c'est des conditions extrêmes. Et ce qu'occasionnent ces vies-là, c'est ce qu'ont connu des ancêtres à nous, à bord de bateaux, tout simplement, mais dans d'autres situations, c'est-à-dire des rapports rudes, mais humains et inhumains à la fois. Et donc c'est plaisant de raconter ça parce que je suis un garçon et que j'ai éduqué en garçon. Je me suis posé des questions de garçon. Mon père, comme pour vous tous, a voulu faire de vous un homme, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Et ces questions-là ont toujours une valeur pour moi, qui suis père de 2 garçons. Même si je ne tiens pas à en faire des surhommes comme le loup des mers, mais des gens qui peuvent marcher la tête haute. Maintenant, en cas de guerre, serions-nous collaborateurs, serions-nous résistants? Qui le sait? Et qui peut juger? Voilà. C'est un album qui est extrêmement fort, puissant, des caractères vraiment très affirmés. Comment est-ce que tu as vécu sa création? Est-ce que c'est difficile de vivre avec ces personnages-là? Non. Non, parce que je suis tous les personnages et je suis la mer aussi et je suis le bateau. Je veux dire par là, quand on est dessinateur, adaptateur, enfin narrateur à la place de London ou de Macorlan, il faut qu'on s'imprègne de tous les rôles. Donc je suis la féminité aussi, je suis aussi Maud Brewster, l'écrivaine qui arrive à bord, parmi tout ce tas de mecs très mal dégrossis. Enfin, on sait bien comment c'est un vestiaire de garçons dans les salles de sport, hein, et donc une femme là-dedans, bam, c'est intéressant. Ça vient enrichir la chose et j'utilise ce qu'on appelle une part féminine, c'est stupide, c'est une autre part de nous garçons pour user d'une autre sensibilité, parler de tout ça. Donc du coup, je pense que même quand on lit, on aimerait bien parfois être cet affreux Loup Larsen, être à la fois fort et intelligent, qui n'en rêve pas, d'être totalement indépendant de la volonté des dieux, tout comme mentalement en se disant je mène mon destin moi-même, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est un sale bourreau, mais on se dit j'aime bien aussi être le petit faible écrivain Van Weyden qui doit s'adapter pour survivre, s'endurcir et s'échapper et arriver à sortir un couteau. Lui, c'est contraire à son éducation pour se battre et se défendre d'autres marins, qui est le plus faible du bateau, le cuisinier, un fourbe. Mais voilà, on est un peu tous les personnages, je crois. Donc moi, je dois être un peu partout. Et j'ai fait un album il y a longtemps qui s'appelait La Crève et qui m'avait été très lourd à porter, par exemple. Où là, je voulais faire vraiment le livre le plus noir possible. Plus que Le Loup des mers. Non, mais parce que je crois que ce livre-là est plus intelligent aussi. Grâce à Jack London. Il est plus intelligent, plus riche. Et plus fin, il y a plus de mystère dedans. Il y a plus de mystère. Je pouvais être plus il fallait que je sois quasiment plus premier degré dans La Crève, dans cet album-là. Pour respecter l'intention juvénile du livre, il fallait que je sois teenager et révolté, bête au premier rang parce que c'est sincère, parce que la sincérité est belle. Mais là, dans le livre de London, c'est complexe. Il écrit ça il a que 28 ans quand il écrit ce roman-là. Et c'est fou ce qu'il a déjà vécu. Il faut dire qu'il a commencé son âge adulte à 14 ans. Mais il y a une telle richesse, une telle complexité, un tel mystère que même en ayant fait l'adaptation, en ayant énormément épluché l'affaire, j'ai pas tout résolu dans ma tête moi-même non plus. Enfin, des questions restent. Quand on fait une adaptation, on lit le bouquin 4000 fois, ouais. D'accord. On le lit plein de fois. Au début,
Je connaissais pas ce livre. J'ai beaucoup lu de London, mais j'avais pas lu celui-là. J'en ai beaucoup lu dans mon adolescence et celui-là m'avait échappé, mais comme d'autres encore. Hein. Et c'est en travaillant sur un autre Jack London que je voulais adapter pour cette collection, que finalement j'ai abandonné, et en lisant un livre de Lacassin sur l'art de Jack London que j'ai découvert Le Loup des Mers. Autre chose que par son titre que je connaissais. Mais simplement, il y a un petit résumé, et il a écrit les motivations de London à avoir fait ce livre-là. Et je me suis dit, oh là, voilà un sujet pour moi. Et donc du coup, j'ai pris le livre et je l'ai lu comme un lecteur qui découvre. Voilà. Et je suis arrivé au bout en me disant, oh là là, ça va être copieux, parce que c'est extrêmement copieux comme roman. J'ai beaucoup coupé. J'espère avoir gardé l'essentiel pour moi, enfin pour que le récit tienne. Visiblement, les critiques qui ont l'air de tomber sont plutôt agréables, donc visiblement, je suis pas loin du but en tout cas, où j'y suis. Mais c'était vraiment difficile parce que c'est un livre extrêmement copieux. Mais je l'ai quand même essayé de le lire avec le plus d'innocence possible. Et puis à partir de la deuxième lecture, alors là, c'est médical, c'est scolaire, c'est l'étude de texte, c'est ce qu'on n'aimait pas faire à l'école. Éplucher un texte, savoir quels sont les mots les plus utilisés, aller à l'os de l'histoire, tout démembrer pour retrouver le squelette et puis reconstruire sur ce squelette une version qui aura la forme de la bande dessinée, puisque finalement c'est une adaptation d'un roman en bande dessinée, c'est un changement de forme littéraire. Mais je reste en littérature, c'est pas du cinéma. Et la BD n'étant pas le cinéma du pauvre, je veux dire par là que je ne sais pas non plus de faire le storyboard d'un film. Donc du coup, c'est d'une forme littéraire à une autre. Et le travail essentiel est là-dessus, et grosse partie est de l'analyse. Et c'était copieux. J'ai passé beaucoup plus de temps sur l'adaptation que pour le Macorlan. Mais le Macorlan, j'avais des opportunités de pouvoir couper plus facilement. Pour le London, vu que c'est à bord de l'Étoile matutine est un récit de petites histoires en fait. Hein, chaque chapitre est une histoire. Donc je pouvais dans son roman en enlever. Et là, c'est un récit d'un seul fil qui nous mène de A à Z. Et d'ailleurs, sans flashback particulier, c'est vraiment linéaire. Donc du coup, il ne faut pas que je coupe ce fil. Il faut que je le rétrécisse en longueur. Tu as dédié cet album à Francis Lacassin, qui est l'inventeur de Formule Clément. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Un ratage pour moi, parce que je l'ai rencontré. Et j'étais donc très punk rock à l'époque, et j'étais un peu impressionné par cet homme-là. Et je ne mesurais pas non plus l'importance qu'il allait avoir ou qu'il avait déjà dans mes goûts de littérature et finalement dans mon métier. Et donc j'aurais pu avoir l'opportunité de lui demander la préface à l'époque de l'Étoile matutine parce qu'il était encore vivant, mais il a décédé entre les deux, donc je n'ai pas pu l'avoir pour Le Loup des Mers. Sachant que finalement, à travers mes littératures, enfin les choses que je lis, les bouquins d'analyse sur des écrivains que j'aime, son amour pour la bande dessinée, bah oui, parce que voilà, et ce qu'il a fait sur Macorlan, sur Jack London, mais aussi sur plein d'autres écrivains, font que ce mec-là est incontournable pour moi. Je suis tombé sur lui plein de fois. Et je suis très ami avec son exécuteur testamentaire, autrement dit, son héritier artistique, enfin, de son œuvre, qui est un ami à moi, qui est directeur chez Dargaud. Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu lui dédier parce que finalement, ces préfaces me servent presque plus que les romans eux-mêmes pour l'adaptation. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase qui dit que pour être un bon écrivain, il faut avoir beaucoup lu et beaucoup vécu? On l'attend ou pas? Dans le cas de London, c'est une absolue vérité. Dans le cas de Macorlan, il a plus vécu, je sais pas trop. Il n'a pas vécu les aventures qu'il raconte, mais il a vécu. Par rapport à ça? Mais par rapport à moi, c'est difficile de pouvoir dire ça quand on fait de la bande dessinée, ce serait d'une manière générale assez peu honnête, parce qu'on ne vit pas quand on fait de la bande dessinée. On est assis des mois et des mois et des mois, comme un moine enfermé à remplir ses cases, ses enluminures, même à écrire pour un scénariste. Et pendant qu'on fait ça, malgré tout, on n'est pas confronté à l'humanité. On n'est pas à bord du bateau au large. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas vécu, donc je parle de quelque chose que je n'ai pas connu, que je transpose. Maintenant, je pense surtout que l'art d'écrire, c'est l'art de mentir.
et de bien mentir. Et de nous faire croire que tout ça est absolument vrai, puisque c'est comme ça qu'on le vit. Si on n'y croit pas, ça nous tombe des mains au cinéma. Si très vite on ne croit pas au personnage ou au récit, c'est cuit. C'est cuit. Tout va se dérouler, on se lève ou on reste assis, mais c'est raté. Donc du coup, c'est quand même l'art du mensonge, pour moi. Alors évidemment, il y a des auteurs de bandes dessinées qui voyagent et qui racontent leur voyage. Et donc là, ils sont sincères et honnêtes dans leur rapport. Maintenant, moi, je suis dans le roman, donc je suis dans le mensonge. Je ne suis pas dans la vraie biographie ou l'autobiographie. Je m'intéresse assez peu à moi-même de ce point de vue-là. Est-ce que le Carnet de voyage peut être considéré comme une bande dessinée là, avec ouais, il y a des théorique débats. C'est plein de choses, la bande dessinée, c'est ça qui est bien. Merci beaucoup, Rick. C'est moi, je vous remercie. Excellent festival. Merci, vous aussi. Merci.